Et les amis, nous sommes en direct. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va avoir une petite discussion avec mon ami Nicolas sur comment devenir invincible pour 2022. Alors, ça fait un peu une phrase un peu putaclic, hein, mais l'idée, c'est vraiment de vous transmettre aujourd'hui, à travers notre expérience et nos connaissances à Nicolas et moi, euh, comment développer un mindset, comment développer une attitude résiliente, autonome et invincible, comme je viens de le dire. Donc aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Je vais te laisser te présenter, Nico, et me raconter un petit peu de ton parcours. Alors, bonjour à tous. Bonjour Diane, je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi sur ce magnifique thème. Donc, pour ma présentation, bah écoute, moi, tu sais, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Donc, on va dire qu'on va aller à l'essentiel. Et donc, la chose principale que j'ai fait et qui va vraiment rentrer un peu dans ce thème, c'est que j'ai été sous-marinier. J'ai passé 4 ans dans la marine, 4 ans à me reconnecter à cette force intérieure, à une force qui nous pousse justement à nous dépasser chaque jour parce que on vit des choses pas faciles. En fait, on se rend pas compte, mais chacun dans sa vie a pu vivre des choses difficiles et ces épreuves permettent de devenir meilleur. Donc aujourd'hui, je suis naturopathe. J'accompagne des personnes sur la santé, sur l'alimentation, sur le sport, sur la psychologie et essentiellement sur la gestion du stress et la préparation mentale. Magnifique. Magnifique. J'ai hâte que tu m'en dises plus sur toutes tes connaissances parce que je sais que tu as été sous-marinier, mais je ne connais pas toutes ces petites techniques là pour gérer le stress, pour gérer l'inconfort, l'imprévu, les choses qui font peur. Et du coup, je te propose qu'on commence par le point numéro un. Donc, il va y avoir plusieurs points. Là, on va commencer à parler un petit peu du mental et du mindset. Donc, je te laisse dire ce que tu as envie de partager sur cet aspect-là. Eh ben écoute, sur le mental, en fait, moi en fait, j'ai donné l'approche que comment c'est venu en fait, comment je me suis mis à la préparation mentale. C'est quelque chose en fait qu'au début, enfin maintenant, tu vois, je pense que ceux qui t'écoutent du coup se posent la question comment je vais me préparer mentalement pour affronter justement cette année 2022. Mais moi, quand j'ai commencé mon parcours de sous-marinier, en fait, ça m'est un peu tombé dessus. C'est pas moi qui recherchais des techniques pour améliorer mon mental. En fait, je savais même pas que ça existait à la base. Je savais même pas qu'on pouvait trouver des techniques pour devenir meilleur. En fait, c'est que j'avais pas le choix. J'étais dans un milieu ultra stressant, que ce soit en période d'entraînement ou en mission. Hmm. On vivait des moments super durs. Et du coup, inconsciemment, j'étais obligé, si je voulais survivre, en gros, si je voulais à la fois rester dans mon équipage de sous-marinier, si je voulais pas être mis à la porte, mais à la fois aussi euh, en conditions opérationnelles pour protéger ma vie et la vie de tout mon équipage, j'étais obligé de mettre des choses en place pour me préparer mentalement. Donc, les premières choses, en fait, c'est venu petit à petit. En fait, c'est à force de se mettre dans des zones d'inconfort, à vouloir aussi se dire, je veux aller plus loin, je veux dépasser ces zones d'inconfort. Et du coup, après, il y a différentes choses à voir pour ça. En fait, tout ce que je partage maintenant aujourd'hui, c'est une grosse partie est liée en fait avec les expériences que j'ai vécues en tant que sous-marinier, plus après avec les recherches que j'ai mis derrière. Après, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les recherches que je me suis pensé à la fin de ma carrière sous-marinier, en fait, c'était plus pour comprendre, moi, ce que j'avais mis en place avant. En fait, je Hmm. me suis rendu compte que tout ce que toi, tu partages et tout ce qu'on peut voir sur Internet, et moi, en fait, j'étais surpris quand j'ai commencé à me pencher là-dessus. Je me suis dit, mais en fait, tout ça, je l'ai déjà mis en place. Alors, je ne me suis pas forcément formé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de leur potentiel et déjà de tout ce qu'elles ont fait dans leur vie. Et tout ce qu'elles ont fait, en fait, c'est des choses que beaucoup de personnes partagent, mais en fait, elles l'ont déjà fait avant. Et ça, c'est déjà super parce qu'on part pas tous de zéro, on part déjà avec des bases. Donc ça, ces bases, faut les mettre sur papier, faut se rendre compte de déjà ce qu'on a fait et pour pouvoir après avancer derrière. Donc, la préparation mentale, elle commence par où? Il y a différents points que je voudrais aborder. Et le premier, en fait, c'est pour dépasser en fait
quelque chose d'inconfortable, parce qu'après, on va pas se leurrer, quelque chose d'inconfortable, ça restera inconfortable. Et pour le dépasser, en fait, il faut vraiment avoir une vision long terme, une vision, un but long terme qui nous transcende. Si on n'a pas quelque chose vraiment qui nous dépasse et qui nous dépasse, j'ai envie de dire même en tant qu'individu, vraiment qui se rassemble, qui regroupe toutes les personnes qui nous est proche, qui nous est proche ou pas. Ça peut être au niveau de, par exemple, la famille, au niveau des amis, après au niveau de la nation, au niveau du monde. Ouais. Et après aller plus loin aussi avec les êtres vivants, avec tout ce qui doit aller là-dessus. Et ben en fait, ça c'est des choses qui vont nous transcender et qui vont nous permettre de mieux vivre cet inconfort sur le court terme. En fait, l'idée, c'est d'avoir un but, en fait, d'avoir quelque chose qui nous drive et qui va nous donner justement la force dans l'inconfort pour pouvoir le traverser. Parce qu'en Ouais, définitive, si on est dans l'inconfort et qu'on fait quelque chose qui est douloureux pour le physique et le mental, mais qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, bon, en fait, on va droit au burn-out, on va droit à l'épuisement et au final, on finit par être déprimé, c'est ça, c'est mettre du sens sur ses actions, qui a un sens, ouais. essentiellement parce que forcément, si tu fais quelque chose et que t'as pas envie de le faire, tu iras pas loin. Et je vais donner un exemple simple. Tu vois, j'aimerais, enfin en fait, ça j'en parlerai après. J'aime bien moi la visualisation. Là, on va essayer de faire une expérience de pensée. J'aimerais que les personnes s'imaginent devant leur maison, leur propre maison. Elles sont dehors, elles sont assises tranquillement, elles sont sur leur chaise. Je vais le faire. Et, euh, et là, elles voient leur maison et elles commencent à avoir une petite flamme à l'intérieur. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'intérieur de la maison, il y a toute votre famille. Si vous avez une femme, si vous avez des enfants, si vous avez des parents, ils sont à l'intérieur. Là, vous voyez une flamme, vous voyez, vous trouvez ça bizarre. Bon, peut-être qu'ils sont en train de faire, ouais, ils sont en train de faire un petit feu, un petit à l'intérieur, mais rien de grave. Et après, vous voyez votre maison qui commence vraiment à s'embraser. Là, vous voyez vraiment toute votre maison en feu. Vous commencez à sentir vos hormones qui commencent à remonter, un peu la pression qui commence à monter, le stress qui monte. Limite, vous êtes limite à paniquer. Mais là, vous savez qu'à l'intérieur de la maison, il y a votre famille et vos enfants qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous allez rester sur votre chaise à dire, bah, je sais pas trop si je vais aller là-dedans, est-ce que c'est quand même du stress, c'est dans le feu, j'ai un peu peur. Est-ce que vous allez réfléchir? Bah, je peux vous garantir que là, vous n'allez pas réfléchir et vous allez foncer pour sauver votre famille. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que là, il y a un but plus grand. C'est pas juste rentrer dans une maison parce il y a le feu, j'ai envie de m'améliorer. Non, Hmm. là, c'est vraiment parce que vous devez sauver la peau de votre famille. Et c'est comme ça, en fait, la première étape qui permet de dépasser des moments inconfortables. En fait, c'est pas se focaliser sur on parle beaucoup du moment présent, mais là, du coup, en fait, il faut vraiment dépasser ça. Il faut vraiment aller plus loin et se dire que derrière cet inconfort, on va se sentir mieux. C'est pas, en fait, c'est sûr que ça peut être compliqué si, par exemple, on se dit, bah, à ce moment d'inconfort, par exemple, avec la situation qu'on pourrait connaître dans les mois ou les années qui vont venir, si on se dit, bah, ça va être ça toute ma vie jusqu'à la fin de ma vie, c'est sûr que ça va être compliqué. Et si on arrive à se dire, bah, peut-être qu'il y aura des moments inconfortables, mais il y aura aussi des moments où agréables où on va pouvoir profiter. Hmm. Payer le prix pour pouvoir se payer le prix plus tard. De se dire, bah là, Ouais, mais après, j'ai fait l'effort et après, il y a un petit peu le réconfort, comme on dit, hein. ouais, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment pas se poser la question que non, enfin, oui, ok, on est en train de payer le prix, mais je pense que si vraiment quand t'es en train de faire quelque chose de difficile, si vraiment t'es concentré sur ce qu'il va avoir après, je pense que tu peux, enfin, mieux le vivre, quoi. Faut Hmm. vraiment se concentrer sur après et pas maintenant. Exactement. Ouais, magnifique. Bah, après, là, si t'as terminé, toi, de partager, moi, je peux partager un petit peu aussi mon expérience. Vas-y. Ouais. Bah après, comme tu l'as dit, on a tous traversé des difficultés, des choses qui ont pas été, qui ont été douloureuses, qui n'ont pas été drôles. Moi, ça a été la perte de mon père à 18 ans. J'ai retrouvé mon père dans sa chambre qui s'est suicidé. Et ça a été vraiment un gros choc dans ma vie. Et en fait, ça a été le déclencheur de tout ce que je fais aujourd'hui, de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et donc, du coup, en fait, à la suite de ça, il y a plein de choses qui se sont passées.
7 dernières années, où en fait j'ai commencé, quand après j'ai déménagé, je suis arrivé sur Marseille, j'ai commencé à me reprendre en main. Donc ça a commencé par le sport. J'ai commencé à m'inscrire dans une salle de musculation. Et là, j'ai commencé à découvrir le plaisir sadique de la douleur, tu vois, de se faire mal à la salle de sport. Mais comme tu dis, tu vois, de se faire mal, mais je sais pourquoi je le fais. Et donc, j'ai commencé à me mettre au sport. Ensuite, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, etc. J'ai fait plein d'expérimentations, plein de recherches. Entre-temps, j'ai travaillé un petit peu à droite, à gauche, etc. Et j'en suis venu après à toutes les techniques de renforcement, que ce soit mental ou physique. Après, on va le développer un peu plus tard. Et, c'est là où j'ai commencé à découvrir après la puissance du jeûne, de la respiration, euh, de, encore une fois, l'activité physique que je pratique toujours. Et en fait, j'ai découvert que, en commençant aussi le développement personnel, que euh, toutes les difficultés en fait qu'on a dans la vie, on peut les transcender. On peut soit se laisser abattre par ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé, soit on peut le transcender et devenir une meilleure personne. Et c'est vraiment cet aspect dans le développement personnel. Alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais quand j'ai pris conscience, en fait, que la mort de mon père, qui a été l'expérience la plus douloureuse de ma vie, c'était au final l'événement qui a été le déclencheur de la personne que je suis. En fin de compte, si je regarde en arrière, je me dis, est-ce que cet événement, il était négatif ou positif? Alors certes, perdre un parent, c'est très douloureux. J'aimerais pas le revivre. Mais si on me dit, est-ce que tu aimerais changer ton passé? Est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'il y ait encore ton père ou quoi? Je dirais, ne touche à rien. Laisse mon passé comme il est parfait. Parce que, en fait, ça a été un cadeau. Aujourd'hui, en fait, je vois vraiment de la gratitude dans cet événement parce que ça m'a permis de prendre conscience de qui je suis réellement, de pouvoir me transcender, de pouvoir, je sais pas, après, j'ai développé cette espèce de curiosité de vouloir devenir meilleur, de vouloir me renforcer, que ce soit au niveau mental ou physique. Et donc, vraiment, ce que je veux dire aux personnes, c'est que peu importe les événements que vous allez vivre dans votre vie, que ce soit la perte d'un proche, la perte d'un travail, un accident, une maladie, peu importe, soit vous pouvez vous laisser abattre et vous dire, je laisse tomber, je me résigne, ça c'est la résignation. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que vous tombez dans le gouffre. Ou soit vous pouvez vous dire, OK, il m'est arrivé ça, telle maladie, j'ai perdu tel proche. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Pour devenir meilleur pour moi et pour les autres. Et c'est vraiment un truc que j'ai gardé en tête maintenant et qui me, qui me, qui me transporte au quotidien. Et aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment dans cet état d'esprit de vouloir tout le temps me renforcer, en apprendre plus sur moi. Alors moi, j'ai pas eu un passé de militaire comme toi, où j'étais vraiment au pied du mur. Je suis allé chercher par moi-même, me mettre volontairement dans l'inconfort, donc que ce soit par le sport, le jeûne, la respiration, etc. On va en parler juste après dans la partie 2. Et surtout, moi, j'ai beaucoup pratiqué depuis 9 ans la méditation. Ça, c'est une partie du mindset. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon développement intérieur, personnel, spirituel, etc. C'est cette idée, en fait, d'introspection, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment je pense, quel est mon discours interne, ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la conscience de soi. C'est en fait être conscient de ses pensées inconscientes. Parce que le cerveau, on le sait tous, on a 60 000 pensées par jour, on est toujours en train de ruminer, de penser au passé, au futur, au présent. Et vraiment, la méditation, ça permet de se dire quelles sont mes pensées récurrentes, mes pensées qui me limitent, mes pensées qui me font peur. Euh, Est-ce que je pense plus souvent au futur? Est-ce que je pense plus souvent au passé? Est-ce que je crains le futur? Est-ce que je regrette le passé? Pour savoir un petit peu comment se positionner. Est-ce que je suis quelqu'un qui est mélancolique, qui préférait sa vie d'avant? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui flippe du futur et qui est un petit peu dans l'inconnu? Et généralement, on n'est pas vraiment dans l'instant présent. Alors, tu parlais d'instant présent. Et je suis d'accord avec toi des fois de ne pas être dans l'instant présent parce qu'on a un cerveau, on est fait aussi on est fait pour créer, pour se projeter, pour imaginer, pour anticiper. Et on est aussi fait on a une mémoire en fait. Si on a une mémoire, c'est parce que on apprend de nos erreurs passées pour ne plus après refaire les mêmes erreurs ou pour pouvoir, par exemple, aller chercher un souvenir et se dire, ah tiens, la dernière fois j'ai fait ça, ça a bien marché ou ah non, ça n'a pas marché, donc je ne vais pas le reproduire. Donc en fait, c'est intéressant
de se balader en fait sur cette espèce d'échelle temporelle, de ne pas être toujours dans le présent en mode, tu vois, les trucs de spiritualité aujourd'hui, hein, il faut vivre le moment présent, nanana. Ok, vis le moment présent, pense pas à demain, dépense tous les sous que tu veux aujourd'hui, hein, tu penses pas à demain, pense pas aux factures de demain, tout ça, tu vas voir. Tu vas voir demain comment ça va être difficile. Et du coup, en fait, après, en fait, il faudra en venir aussi à cet aspect de pensée-émotion. Parce que vu qu'on a beaucoup de pensées tout le temps, c'est le propre de l'être humain. C'est notre plus grand cadeau, mais c'est aussi notre plus grand poison. Un cadeau empoisonné qu'on a hérité de ce cerveau tout neuf, dont on ne sait pas se servir d'ailleurs. C'est qu'en fait, on va avoir cette espèce de boucle de pensée-émotion. C'est-à-dire que, par exemple, tu as eu un événement, je ne sais pas, il y a, la semaine dernière, il y a ton patron, il t'a engueulé, il t'a mis la pression, il t'a menacé de te virer ou quoi. Et tous les jours, tu y repenses. Donc, tu as cette pensée du patron qui t'a mis la pression. Et du coup, tu repenses à cet événement. Donc, tu fermes les yeux, tu revois le visage de ton patron, il te parle, tu entends la sonorité de sa voix, etc. Tu revis l'événement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as vraiment vécu cet événement, tu as ressenti par exemple de la peur. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau neurologique, vu qu'il y a eu une émotion, ton corps, il l'a enregistré. Si aujourd'hui, tu continues de te répéter mentalement, alors que l'événement est terminé, c'est fini, mais que tu te répètes mentalement cette situation, donc tu vas avoir cette pensée qui va te générer une émotion, donc tu vas créer de la peur juste par la seule force de ta pensée. Tu es capable d'être sur ton canapé et de te créer de la peur tout seul parce que tu repenses à un événement, soit passé, soit futur. Et du coup, cette émotion, elle va générer encore plus de pensées. Donc, tu vas encore t'imaginer d'autres scénarios. Généralement, on s'imagine des scénarios catastrophes. On s'imagine les pires scénarios qui puissent arriver. Et du coup, bah, ça va recréer encore plus de peur. Et en fait, c'est une boucle. C'est une boucle et c'est un cercle vicieux. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureusement dans ce cercle vicieux où en fait, ils s'imaginent tout le temps les pires scénarios. Et aujourd'hui, avec la situation actuelle, on est dans un futur un peu incertain, on ne sait pas trop comment se positionner. Donc, on peut avoir tendance à se répéter, à se répéter encore les mêmes scénarios catastrophes et du coup, par la même occasion, de ressentir encore les mêmes émotions. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, le corps devient l'esprit, c'est-à-dire qu'on a tellement imprégné notre corps d'émotions par la pensée, en fait, qu'on va vivre dans un certain état d'être. C'est-à-dire qu'on va finir par être quelqu'un qui, s'il pense tout le temps au futur, il a peur du futur, bon, on va devenir quelqu'un d'anxieux. Si c'est quelqu'un qui était toujours en train de penser au passé, qui dit ah bah c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant, il va développer un état d'être comment je pourrais dire, de mélancolie. Quelqu'un qui est toujours énervé, qui est toujours en train de penser à des choses qui le mettent en colère, ça va devenir quelqu'un de colérique, d'irritable, etc. Et en définitive, c'est ça un petit peu moi mon expérience avec le mental, c'est que vraiment avec la méditation, j'ai pu, alors je ne suis pas parfait, hein, j'ai encore aussi des travers, j'ai encore beaucoup de pensées, je pense beaucoup au futur, j'essaie vraiment d'anticiper, mais l'idée vraiment avec le mental, moi ce que j'ai vraiment développé, c'est le côté méditation, introspection et aussi narration interne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis à moi-même? J'ai développé aussi beaucoup à travers de la lecture, à travers la philosophie, le stoïcisme, etc. C'est-à-dire qu'on peut en fait avoir la seule chose sur laquelle on a un pouvoir véritablement, c'est la manière dont on pense, notre manière de penser. C'est vraiment il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Tu peux être en prison, on peut t'enlever toute ta famille, tout ce que tu veux ou quoi. Tu as quand même ce truc de te dire, je choisis mes pensées, je choisis ce que je veux penser. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Si je te vois ta mimique en mode, je crois que j'aimerais après avoir ton avis, mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Et je crois que fondamentalement, on a ce pouvoir vraiment de choisir nos pensées et de choisir en fait de mettre son attention, ses pensées et sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir, sur les choses sur lesquelles on a un contrôle. Vas-y, je te laisse réagir. Bah, oui, exactement. En fait, ça va rejoindre un peu, justement, exactement dans le thème de la liberté. En fait, qu'est-ce que la liberté? T'inquiète pas, pas t'étouffer. J'avais de travers. Excuse-moi. Ah, vas-y. Du coup,
Oui, donc ça rejoint exactement le thème donc, de la liberté, surtout en ces temps. En fait, qu'est-ce que la liberté? La première des libertés, c'est la liberté de penser. C'est penser Elle par est là. soi-même. Et ensuite, après, c'est pouvoir agir en fonction de ses pensées. La deuxième liberté. Hmm. Et quelqu'un qui peut penser par soi-même et qui peut agir en fonction de ses pensées sera totalement libre. Parce que si quelqu'un peut penser par soi-même et derrière, il peut pas agir selon ses pensées, par exemple, on va dire quelqu'un qui est enfermé dans une prison, bah, il pourra penser par soi-même, comme tu disais, mais par contre, il ne pourra pas forcément agir selon ses Ouais, pensées. oui, bien sûr. Et pareil, dans l'autre sens, quelqu'un qui agit selon ses pensées, mais qu'il est manipulé, qu'on le manipule, qu'on lui rend des choses dans la tête, tout ce qui est, voilà, les croyances inconscientes, et ben au final, en fait, il sera pas totalement libre. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut tout le temps remettre en question ce qu'on pense et ce qu'on pense faire qui est bien pour se dire est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs. Et Est-ce comme que tu ça dis, vient de c'est super moi? important. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important la méditation, c'est super important de noter ce qu'on pense et vraiment à chaque fois se poser la question si c'est vraiment aligné avec ce qu'on veut faire et avec notre but. Avec notre but. Bah, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on peut en parler maintenant de cette liberté, puisqu'on l'avait mis dans le point numéro 5 de penser par soi-même. Et, ce que j'aimerais dire aussi, c'est de remettre tout en question. Et je crois que c'était Bouddha qui disait ça, qui disait à ses disciples, remettez tout en question, même ce que je vous dis. Et c'est ça aussi que j'essaie de développer, c'est vraiment de dire, si aujourd'hui dans les médias, on entend un scientifique dire telle ou telle chose, même s'il est scientifique, même s'il a soi-disant un doctorat ou il a des années de diplôme, le remettre en question. Et pourquoi pas aller chercher d'autres sources d'informations. Et, et penser par soi-même aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment on y arrive parce que on est tellement accablé par les médias, par les réseaux sociaux, par toi, les réseaux sociaux, on veut nous montrer tout le temps un idéal. À travers les films, on veut nous montrer un idéal. Moi, par exemple, quand j'étais adolescent, j'idolâtrais les États-Unis. Tu vois, je voulais absolument vivre à New York, à Los Angeles, etc. Mais en fait, est-ce que ça venait de moi ou est-ce que ça venait de toutes les films, tous les films que j'ai pu regarder, les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer, qui m'ont implanté dans mon esprit que, en fin de compte, les États-Unis, waouh, c'était magnifique. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était juste un conditionnement, en fait. Et en fait, on est conditionné. Et je pense que c'est très dur de faire le discernement entre mes vraies pensées, ce que je veux vraiment, versus ce que la société, ce pourquoi j'ai été conditionné. Et en fait, je pense que c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est de, se, de se dissocier des deux, en fait. Ouais. Alors, ça se travaille sur toute une vie. Euh, mais de toute façon, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne pourra jamais sortir totalement de toute croyance. Hmm. On sera forcément attiré, enfin, dans des bulles, en fait. Et notre but, c'est vraiment d'élargir au maximum ces bulles. Tu vois, par exemple, un gamin, pour lui, quand il naît, tu vois, par exemple, de 0 à 5 ans, lui, ses croyances, ça va être les croyances de ses parents. Il n'aura pas les croyances de la société, même si, d'accord, ses parents auront les croyances de la société, donc il va inculquer ça. Mais au final, lui, en fait, il va juste prendre, s'imprégner des croyances de ses parents. Et après, au fur et à mesure qu'on grandit, après, on va élargir après avec nos amis, le collège, le lycée. Après, quand on commence à travailler, ça va être au niveau d'entreprise, au niveau de la nation. Et notre but, c'est vraiment d'élargir tout ça au fur et à mesure de notre vie. Et Ouais. pas rester cloisonné dans quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important, du coup, de se poser des questions. Est-ce que là, je reste pas coincé dans quelque chose? Et aussi, d'avoir une certaine dose de mobilité, et pas rester sédentaire, rester tout le temps au même endroit, parce que le fait de rester tout le temps au même endroit, et ben, forcément, on s'imprègne des gens avec qui on côtoie. Et si on côtoie tout le temps les mêmes personnes, bah forcément, en fait, on se rend pas compte des autres problèmes. Et Ouais. tu vois, enfin, euh, c'est le problème des fois des différences sociales, c'est que les personnes qui sont, on va dire, haut socialement, les personnes riches, les personnes influentes, bah, en fait, si elles se mêlent pas avec les personnes de tout en bas, eh ben, elles vont pas vraiment se rendre compte
des problèmes qui existent. Hmm. Et du coup, elles vont rester dans leur croyance que les autres personnes riches ou influentes leur disent sur on va dire, le bas peuple, quoi. Et ça, c'est un gros problème. C'est que pour critiquer quelqu'un, pour que ce soit constructif, c'est pas une critique genre je connais pas la personne, je vais le critiquer. C'est si tu veux critiquer quelqu'un, tu vas le voir, tu vas voir comment il vit, comment il te parle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ses actions, et là tu pourras te permettre de juger. Après, ce Ouais. sera un jugement toi personnel, ce sera pas forcément la personne peut-être ne se verra pas comme ça, mais en tout cas, faut s'imprégner des différents niveaux. Bah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai vécu quand je suis allé faire un voyage en Thaïlande, c'était en 2017, où en fait j'ai pris une tarte dans la gueule parce que tu peux très bien vivre en France, dans ton petit pays, avec ton gouvernement, les croyances de ta société, ta culture, etc. Quand tu es dans un autre pays, enfin, comme la Thaïlande, ça n'a rien à voir. Tu prends une gifle dans la tête, ça t'ouvre l'esprit. Le voyage, c'est incroyable pour moi de voyager parce que ça t'ouvre l'esprit. Tu te rends compte qu'en fait, ta culture, ton pays, tout ça, c'est pas elle qui détient la vérité. D'ailleurs, il n'y a personne qui détient la vérité. Mais chacun a des croyances, comme tu le dis, chacun a sa propre culture. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, tu vois, de me dire, waouh, j'étais en Thaïlande et j'étais avec des gens qui avaient le sourire, ils n'avaient rien. Ils avaient rien, vraiment très peu. Ils vivaient dans des bidonvilles. Ils avaient une vieille télé des années 80 qui grésillait. Enfin, tu vois, vraiment pas HD du tout. Et ils avaient rien. Et il y en a, je me rappelais, qui me donnaient des fruits, tu vois. Ils avaient rien. Ils me donnaient des fruits avec un grand sourire. Merci, tout ça. Et moi, j'étais décontenancé. Je dis, mais comment ça se fait que eux, ils ont rien, ils ont toujours le sourire, ils ont l'air toujours heureux, tu vois. Ils sont dans l'instant présent pour le coup. Et nous, on est là, on est toujours les sourcils foncés. On est là, on n'est pas content. On a une grande maison, on a une belle voiture, on a une famille, mais on n'est pas content. On regarde le voisin. Ah, lui, il a une meilleure voiture que moi. Ah là là, et puis on critique, on juge, etc. Et en fait, comme tu dis, si on reste toujours au même endroit, si on fait toujours les mêmes choses, qu'on voit les mêmes personnes, on a des œillères, on voit que ce que l'on a envie de voir, on voit que nos croyances, et en fait, on se coupe du monde. Et je trouve ça dommage parce que le monde, il est tellement beau, il y a tellement de choses à explorer, il y a tellement de croyances aussi à explorer. Et d'ailleurs, en parlant des croyances, c'est un truc que je travaille en ce moment à travers l'auto-hypnose. Alors, en ce moment, je me suis mis un petit peu à l'auto-hypnose et j'essaie vraiment d'aller chercher un petit peu mes croyances. Je vais travailler sur mes croyances, sur mes pensées qui me limitent, etc. Et ça permet aussi vraiment de faire le discernement entre mes conditionnements, les croyances que j'ai reçues de ma mère, etc. Et qui je suis aujourd'hui, pourquoi je fais tel choix, telle action. Typiquement, aujourd'hui, là, je travaille sur les croyances sur l'argent et je vois à quel point, par exemple, c'est des croyances que ma mère m'a transmises, qui aujourd'hui me limitent, tu vois. Et à travers l'auto-hypnose, à travers, encore une fois, la métacognition, devenir conscient de ses pensées et des fois juste lâcher prise et repenser un petit peu à son passé, de se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je pense comme ça, que j'ai telle pensée, telle croyance? Bah, des fois, on peut avoir des petits déclics, on peut avoir un souvenir de dire, ah, c'est cette phrase qu'il m'a dit, c'est cet événement qui a eu lieu qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça. Et je pense qu'on développe vraiment sa liberté de penser par soi-même, sa liberté intérieure, justement en allant dans son intérieur. Parce qu'on a déjà tout est en nous, en fait. Il n'y a rien qu'à un extérieur. Tout le travail, en fait, est en nous et c'est qu'une histoire d'introspection, j'ai envie de dire. Bien qu'il faut aussi changer d'environnement et découvrir aussi à l'extérieur, hein. Mais en fait, il y a une Ah, phase. Faut alors savoir, tout à l'heure, ouais, excuse-moi, je te laisse finir. En fait, faut savoir s'ouvrir au monde, à l'environnement, et puis hop, retourner en introspection, et puis aller chercher vraiment qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, et puis tu vois, d'aller un coup, je me renferme sur moi et je plonge en moi pour me découvrir et mieux me connaître. Et après, je peux m'ouvrir aux autres, et après, je me renferme. Et voilà, avoir cette espèce de petit cycle. Ouais. En fait, tu as deux phases. Quand tu t'ouvres à l'extérieur, c'est que tu as envie de découvrir des choses. Et après, en fait, du coup, c'est comme ce qu'on revenait tout à l'heure ce qu'on disait tout à l'heure avec les voyages. En fait, c'est pour découvrir de nouvelles choses. On les découvre. Après, c'est différent de chez nous. Mais est-ce que c'est forcément mieux que chez nous? Ou que chez nous, c'est pire?
Pas forcément, en fait, c'est juste qu'il y a personne qui a raison. Il y en a qui vont préférer le mode de vie là-bas, d'autres qui vont préférer le mode de vie euh, à l'occidental. En fait, le but, c'est que chacun puisse prendre un peu de partout et se créer euh, sa propre vie. Et du coup, après, c'est important d'avoir ce moment sur soi pour justement créer des mémoires et se rendre compte, en fait, vraiment faire ressortir ce qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de développement personnel et tu disais que tu n'aimais pas ce mot. Alors en fait, pour moi, le développement personnel, ça n'existe pas. Enfin, je vois pas comment on a pu sortir ce mot parce que de un, en fait, enfin, en fait, on peut pas se développer tout seul. C'est impossible enfin, Oui, si par exemple, tu t'isoles quelqu'un à quelque part, il pourra pas se développer. Du coup, il faudra plutôt parler de développement relationnel. Tu vois, la relation avec soi, la relation avec l'environnement et la relation carrément. avec ses semblables, Ouais. plutôt que le développement personnel. Même interpersonnel ou je sais pas quel autre terme. Et de toute façon, on peut mettre des mots, tu vois, mais la vie, c'est du développement personnel, interpersonnel, relationnel. La vie de base. Ah, bien sûr. C'est juste l'être Tu humain auras, qui. C'est l'être humain, encore une fois, qui met des cases, tu vois. Il invente des mots sur des choses qui ont toujours existé. C'est comme le jeûne intermittent. Ouais, moi, je fais le jeûne intermittent. Ouais, mais en fait, ça a toujours existé, en fait. ouais, T'en as, ils n'avaient pas à bouffer. C'est comme tu sais, le earthing, le grounding, c'est-à-dire mettre ses pieds dans la terre. Moi, je fais du earthing pour me reconnecter à la terre. Mais, ouais, mais en fait, on a fait ça toute l'humanité. On a toujours marché pieds nus. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a inventé des chaussures et du goudron et qu'on est obligé d'aller volontairement se mettre pieds nus pour se recharger. Mais en fait, on invente des termes pour des choses qui ouais. ont toujours été existées. C'est des choses empiriques. Et des fois, le problème de mettre des termes comme ça et de mettre des cases, en fait, ça force les gens à aller là-dedans. Tu vois, dès qu'on invente une nouvelle technique, bah Ouais. faut, du coup, les gens ils disent ah ouais, c'est une nouvelle technique, c'est trop bien, c'est révolutionnaire, faut que je lance là-dedans. Mais moi, je me suis rendu compte ces derniers temps, tu vois, que enfin, j'ai beaucoup moins bossé des cours, moins fait appris des livres, enfin, lire des livres, apprendre à faire des connaissances sur différentes techniques. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'apprenais de nouvelles techniques, je me forçais à les faire et c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire. Et du coup, ces derniers temps, en fait, j'ai essayé de lâcher prise avec ça et de dire bah tant pis, en fait, enfin, je verrai bien ce qui adviendra parce qu'en fait, enfin, vraiment à me forcer à faire ces techniques, je m'étais énormément fatigué. Mais justement, est-ce que Et en travaillant ces techniques, en te forçant, ça t'a permis de te rendre compte que c'est pas pour toi, tu vois? bah, en fait, c'est ça. En fait. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que euh, comme je savais qu'il y avait un bénéfice normalement derrière ces techniques, je me disais, fallait que Hmm. je la fasse. Ouais, je suis pareil. Mais en fait, c'était pas pour moi ou pas pour moi à cet instant T où je l'ai fait trop longtemps en fait. Et du coup, maintenant, je le fais plus. Je me laisse l'idée et en fait, je me suis rendu compte. Après, ça m'a permis quand même de me reconnecter à moi, à vraiment ce que j'ai envie de faire. Et en fait, là, inconsciemment, avec mon instinct, bah, que je sais que j'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Tu vois, par exemple, le jeûne intermittent. Avant, je le faisais tous les jours. Enfin, j'ai tenu pendant, je sais pas, plus d'un an. Et du coup, enfin, pareil, en même temps, j'avais des douches froides, je faisais les techniques Wim enfin, je faisais vraiment tout. Et c'est pendant une période en plus assez difficile où j'avais un rythme de vie assez compliqué, enfin, j'avais pas mal de boulot. Et du coup, vraiment, ça m'a crevé, tu vois. Enfin, pour dire un truc, euh, avant ça, avant que je fasse ces techniques Wim Hof, 23, tout ça, j'étais pas du tout frileux. Genre, je pouvais sortir dehors, même en plein hiver, des fois, je sortais en t-shirt, je restais pas longtemps, tu vois, mais 5-10 minutes, ça passait. Ben maintenant, je peux te dire que même en intérieur, si je suis en t-shirt, j'ai froid. Je suis pareil. Et je me suis rendu compte. Et en fait, du coup, j'ai abandonné tout ça et maintenant, et je fais tout à l'instinct. Par exemple, si par exemple je sens que enfin, je digère pas bien, qu'il y a un truc qui passe mal, et ben, je fais un petit jeûne et puis après, ça repart normalement. Mais je me force pas à me dire, bah voilà, faut que je le fasse absolument une fois par semaine. Tu vois, faut pas que enfin, je fais plutôt à mon instinct. Bah écoute, je me retrouve dans toi. Je suis Ouais. exactement pareil. Et tu vois, quand j'ai découvert, c'était quand? C'était
De, on va dire, il y a 4 ans, j'ai commencé à connaître l'hormèse. D'ailleurs, on va en parler juste après. C'est-à-dire le renforcement par un stress court et intense. Où en fait, j'étais comme toi. En fait, j'ai commencé à découvrir la bulletproof diet, donc le bulletproof, le jeûne intermittent, la respiration Wim Hof, les douches froides. Enfin, j'ai tout découvert d'un coup. Tu vois, je me suis mis à lire plein de livres, des podcasts sur YouTube et tout ça. Et du coup, à cette époque, en fait, je travaillais en restauration, donc c'était quand même intense. C'était des horaires intenses. C'était de la restauration rapide. Donc, ça envoyait, tu vois, en termes déjà d'activité physique. J'allais à la salle de muscu quasiment tous les jours. Et je me suis mis à mettre en place donc, le jeûne intermittent. Alors, en fait, ce n'était pas vraiment un jeûne intermittent parce que le matin, je me faisais le bulletproof coffee. C'est le café avec l'huile de coco. Enfin, c'est un truc qui te booste les performances cérébrales. Et moi, à l'époque, tous les matins, je faisais ma lecture rapide. Donc, je me prenais mon petit café avant pour être vraiment au taquet, tu vois, et être bien concentré. Et à cette époque-là, je recherchais vraiment la clarté mentale et une grosse énergie, vraiment. Donc, du coup, en fait, déjà, je me levais très tôt. Donc, je dormais pas assez. Déjà, manque de sommeil. Je me levais le matin, c'était respiration Wim Hof au lit, direct au lit. Ensuite, j'allais sous la douche froide. Après, je prenais mon café par balle. Et après, je remangeais que à midi. Après, j'avais toute la journée de boulot dans les pattes, la salle de muscu. Et en fait, j'étais complètement lessivé. J'avais plus de dopamine en moi. J'étais morose. Je tirais la tronche, j'étais claqué. J'avais envie de rien. En fait, je le faisais parce que j'ai lu sur un livre que ça a des propriétés, parce que la respiration Wim Hof, ça booste l'immunité, etc. Le café, il faut jeûner parce que ça augmente la clarté mentale. Mais encore une fois, et en fait, je pense que c'est normal de partir dans les extrêmes quand on découvre quelque chose. En tout cas, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que je vais dans un extrême, je fais des erreurs, je m'épuise et je me rends compte qu'en fait, c'est trop. Et petit à petit, après, j'ai essayé encore d'autres trucs. Donc, à chaque fois, en fait, je faisais des erreurs. Après, je me suis mis à faire le jeûne. Je me suis mis à faire la OMAD diet, donc un repas par jour. Et pareil, un repas par jour, je m'envoyais 2000 calories à un repas, mais en fait, ça passait pas. Enfin, en fait, c'était pas adapté pour moi. Je finissais mon repas à 18 h et je pouvais plus bouger jusqu'à aller me coucher. Tu vois, j'étais là, c'était fini. Et en fait, ça me convenait pas jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, que tout ce que je faisais, c'était plus par dogme que pour vraiment me faire du bien. Et petit à petit, en fait, quand tu fais ces erreurs, donc quand tu pars dans les extrêmes, tu finis par, au bout d'un moment, trouver un équilibre. Et aujourd'hui, même si des fois je le fais encore par impulsion, j'arrive quand même à me temporiser. Par exemple, là, tu vois, ça fait 4 jours de suite que je fais la respiration Wim Hof dès le matin au réveil, alors que ça fait des mois que je ne l'ai pas faite. Là, en ce moment, tous les matins, c'était mon yoga, du pranayama, une petite douche, soit chaude, soit froide. Ça dépend encore une fois de mon envie, de mon envie. Et là, pourquoi? Ça fait 4 jours de suite que je me fais le Wim Hof. Bah, parce que j'en ai envie. Moi, j'avais envie, tu vois. Et pareil, maintenant, pour la douche froide, pareil, avant, j'étais pas frileux. Maintenant, depuis que je prends des douches froides, mais je grelotte. Je grelotte constamment. Mais il y a des fois, quand je prends une douche qui est trop longue, trop froide, trop longue, je vais grelotter toute la journée. Je peux avoir 4 pulls sur moi, je grelotte. Je bois un petit peu d'eau un petit peu fraîche, bon, ça y est, j'ai froid, enfin, tu vois. Et du coup, maintenant, je m'écoute un peu plus comme toi à l'instinct, c'est-à-dire, le matin, par exemple, je suis sous la douche chaude et j'écoute mon corps, je me dis, OK, est-ce que tu as envie que je balance le froid là? Et des fois, si je sens, par exemple, une légère douleur au niveau de la tête ou je sens des frissons alors que je suis sous la douche chaude, je ne vais pas le faire, je vais éviter. Parce que mon corps me dit, là, non, j'ai pas envie aujourd'hui. Alors, des fois, ça m'arrive quand même je sais au fond qu'il faut que j'évite, mais je le fais quand même. Ça m'arrive encore. J'en suis pas totalement libéré, mais j'en ai conscience et encore une fois, je travaille sur ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien faire ces derniers temps, en fait, c'est ce que je faisais à la base du coup, quand j'étais sous-marinier. En fait, c'est que je laisse plutôt l'environnement me guider sur s'il faut que je me mette en place. Aussi. Hmm. Tu vas pas être en mode, par exemple, quand toi tu faisais tes douches froides et quand moi aussi, et ben c'était en mode, c'est moi qui disais à l'environnement, fais-moi ça. Tu vois, je disais, hop, je prends une douche froide, donc c'est moi qui prends la décision de prendre la douche froide, donc le froid fait réagir mon corps. Maintenant, en fait, c'est plus en mode, par exemple, tout ce qui va être lié aussi au voyage, au côté où tu pars à l'aventure. C'est que quand tu pars à l'aventure, en fait, c'est incertain. Tu sais pas ce qui va Ouais. t'arriver. Tu sais pas. Ça peut être
bah, tu vas pas trouver de nourriture, donc ça va être du jeûne. C'est peut-être parce que bah, tu vas devoir te baigner dans une rivière, du coup, ça va être le froid. Tu sais pas Pas trop ce bête, qui pas va bête. t'arriver. Ouais. Et je préfère, en fait, justement, laisser l'environnement me faire découvrir des choses, plutôt que moi forcer l'environnement à me faire découvrir des choses. Ah, intéressant. C'est beaucoup plus riche. Intéressant. Et du coup, ça, bah, il y a différentes pratiques que tu peux faire. En fait, enfin, c'est, bah, tu pars pendant 2, 3 jours dans l'environnement. Tu sais pas ce que tu vas trouver, tu sais pas comment tu vas vivre. Tu vois, par exemple, des fois, moi, quand je pars en déplacement, bah, des fois, je partais dans des lieux, dans des apparts. Je savais même pas. Tu vois, là, j'étais parti à Paris l'année dernière, dans un appartement d'une personne qui était en train de déménager. Donc, je savais même pas si j'allais avoir des trucs pour cuisiner. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Bah, du coup, tu y vas. Et puis si tu trouves de la nourriture, bah, tant mieux, tu manges ce que tu peux. Et puis, si tu peux pas te faire à manger, ben, tant pis, tu fais un repas, mais c'est pas très grave, quoi. Ouais. Plutôt que de dire, bah, le matin ou à ce midi-là, faut absolument que je mange pas. C'est là, bah, j'avais pas trop le choix, j'avais soit pas le temps, soit, mais c'est pas grave, quoi. C'est beaucoup plus Bah, facile de l'accepter. je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. C'est pas bête du tout. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire un peu d'antifragilité, d'adaptation en fait. Et bah, d'ailleurs, on va en parler de l'adaptation au niveau de cette fameuse loi de l'Hormèse qu'on a tous les deux découvert. Et je pense que moi, la loi de l'Hormèse, je l'ai découvert sans connaître le terme Hormèse par justement la respiration Wim Hof et l'exposition au froid. Et alors, je ne sais pas si tu veux que je définisse l'Hormèse ou si tu veux le faire. Vas-y, je t'en prie. Ok. En fait, l'hormèse, en fait, c'est encore une fois, c'est un terme qu'on a inventé, mais qui existe encore une fois depuis des millénaires dans la nature. C'est une loi qui est propre à chaque être vivant, c'est que tout organisme qui va s'exposer à un stress court et intense, mais qui ne va pas être au-delà de notre capacité d'adaptation, et ben en fait, ça va venir nous renforcer, ça va venir créer de l'adaptation dans le corps, ça va modifier en fait nos gènes, nos cellules, et on va être mieux adapté pour faire face justement à ce stress, à un prochain stress de la même intensité ou de la même forme. Typiquement, on vient d'en parler, donc par exemple, jeûner, c'est stressant pour l'organisme. Sauter un repas ou ne pas manger pendant une journée, c'est assez court sur le long terme, donc le corps, il va mettre en place plein de mécanismes d'autophagie, il va aller puiser dans ses réserves, etc., pour pouvoir nourrir les cellules, l'organisme et au final avoir un fonctionnement normal. On a les douches froides, pareil, un bain glacé. Pendant 1 minute ou 30 secondes, tout le corps il va se mettre dans le rouge. Ça va être adrénaline, noradrénaline, etc. On va être vraiment dans le stress intense. Et puis après, une fois qu'on sort, qu'on est réchauffé, le corps il retourne au calme. Et en fait, tous ces petits pics de stress comme ça, courts et intenses, va venir augmenter notre force mentale, notre physique, augmenter la résistance physique, la résilience, la volonté, etc. Donc, on peut en parler. Il y a l'exposition au froid, l'exposition à la chaleur, avec les saunas par exemple, l'activité physique très intense, comme taper un sprint, comme si quelqu'un derrière toi voulait te tuer ou que tu avais des chiens qui voulaient te manger. Le jeûne, sauter un repas, sauter plusieurs repas, et les techniques de respiration très puissantes comme la respiration Wim Hof, qui pareil va créer énormément de stress dans le corps. Donc voilà, après je te laisse en rajouter un peu plus. Vu que tu es naturopathe, peut-être que tu peux donner des Bah, précisions. enfin, sur les techniques que tu as dit, en fait, bon, beaucoup parlent de ces quatre techniques-là, mais ça va beaucoup plus loin, hein. Enfin, tout ce qui est en fait stressant pour une personne peut être bénéfique, hein. Je peux te dire, je te prends, je te mets dans une arène avec des gladiateurs. Ouais. Je peux te dire que quand tu vas ressortir, même si ça fait pas partie du froid, du chaud, des trucs comme ça, tu vas ressortir plus grand. En fait, pour améliorer le corps, pour améliorer les fonctions du corps, donc tout ce qui se passe dans l'organisme, tout ce qui est en mobilité dans l'organisme, tous les échanges, pour favoriser ça, en fait, il faut aller le plus loin possible que l'on peut en dehors de sa zone d'inconfort, de sa zone de confort, pardon. Plus on va aller loin, plus le corps va créer une mémoire de ça, et plus il va la garder longtemps. Donc, en fait, c'est comme un élastique. Un élastique, le but, pour qu'il ait le plus de force possible,
Si vous le tirez d'1 centimètre, l'élastique, il va revenir, mais il va revenir tout doucement. Plus vous allez le tirer loin, plus il va revenir fort. C'est ça qu'on cherche, en fait. C'est la force qu'il y a dans le mouvement. Mais c'est élastique. Si vous le prenez, par exemple, vous l'étirez, vous voulez aller encore plus loin pour vraiment vous renforcer au max, vous continuez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Et donc, il y aura toujours, en fait, une limite adaptative au corps où on ne pourra pas aller plus loin. Et si on va plus loin de cette limite, eh ben, ça pourra créer des dommages au corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment conscient quand on fait ça, de ses propres limites. Ouais. Et encore une fois, c'est s'écouter. Qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce que dit mes pensées? Et j'aimerais préciser aussi, parce que c'est très important, tu dis que n'importe quelle situation, en fait, pas forcément les 4 méthodes, mais ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'on parle on parle bien d'un stress court et intense, et pas le stress chronique qu'on a tous les jours au boulot de la boule au ventre, est-ce que je vais réussir à payer mes factures, le stress des embouteillages, le stress des enfants, le stress du travail, etc., qui en fait va mettre constamment le corps en état de stress, qui n'est pas intense, mais qui est modéré, mais par contre, il est constant. Donc, c'est-à-dire qu'on a constamment le système nerveux, on a constamment le système, le cerveau limbique voilà, qui a les yeux ouverts et qui, comme on dit, comme s'il y avait un tigre derrière la porte, tu vois, on est constamment en fait en alerte. Et ça, sur le long terme, on appelle ça un stress chronique. Et ça, en fait, ça nous bouffe. Ça épuise le corps, ça fait du burn-out, de la dépression. On finit par être épuisé, on dort mal, etc. Et en fin de compte, on finit par développer des maladies et se foutre un petit peu en l'air au niveau psychologique et physique. Donc là, vraiment, ce qu'on met vraiment l'accent, c'est que la loi de l'Hormèse, ces principes de renforcement, c'est un stress qui est très court mais intense. Voilà. Exactement. Enfin, de toute façon, comment on pourrait vivre sans phase d'action et sans phase de repos? Ouais, Parce carrément. que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'action et le repos, donc le système parasympathique qui est lié au repos et le système sympathique qui est lié à l'action, donc c'est au niveau du système nerveux, connaissent pas, ça peut pas exister l'un sans l'autre. Il ne peut pas avoir d'action s'il n'y a pas de repos. Il ne peut pas avoir de repos aussi s'il n'y a pas d'action. Si dans une journée vous faites rien, si vous restez allongé sur un canapé, bah, je peux vous dire que la nuit, vous n'arriverez pas à dormir. Et pareil, si vous dormez pas la nuit, et ben la journée, vous n'arriverez pas à passer à l'action. En Ouais, fait, c'est vraiment un équilibre entre les deux. En fait, il faut vraiment osciller entre les deux. exactement.